Compte rendu de la 65e réunion du Conseil des ministres. Sur instruction du Président de la République, chef de l'État, la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 31 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 65e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits. Communication de la Première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des engagements sociaux et de la valorisation de la stabilité macroéconomique. Conformément aux instructions du Président de la République, chef de l'État, la Première ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris envers les partenaires sociaux en dépit des contraintes budgétaires actuelles causées principalement par la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Dans cette optique, lors de la réunion du comité de conjoncture économique du 28 octobre 2025, elle a demandé aux membres du gouvernement de procéder dans une approche progressive à l'exécution des accords signés tout en maintenant un dialogue constant et constructif avec les partenaires sociaux, garants de la confiance et de la stabilité sociale. En ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, la Première ministre a demandé aux membres du comité de conjoncture économique d'intensifier la communication sur la baisse du taux d'inflation, l'appréciation de la monnaie nationale et, à terme, la stabilité du taux de change, facteur bénéfique pour le pouvoir d'achat de nos populations. À cet effet, nos compatriotes sont invités à privilégier l'usage du franc congolais en vue de consolider sa valeur face aux devises étrangères. Ces efforts seront pleinement soutenus par la mise en œuvre du programme spécial Compact de résilience qui a pour objectif de renforcer la production locale, de soutenir durablement la valeur de notre monnaie nationale et plus largement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le deuxième point de la communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur la conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Au nom du gouvernement de la République, la Première ministre a salué la participation le 30 octobre 2025 du Président de la République chef de l'État à la conférence internationale de Paris sur la paix et la prospérité de la région de Grand Lac, co-organisée par la France et le Togo en partenariat avec les Nations Unies et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Elle a précisé que notre gouvernement prend en compte les engagements majeurs annoncés à cette rencontre de haut niveau par le garant de la nation. Il s'agit notamment de la nécessité de la reconstruction des provinces du Nord et du Sud Kivu à travers un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction, véritable pacte national et international pour la stabilisation et les relèvements durables des zones affectées. Ces plans transparents et coordonnés visera à mobiliser d'ici 2026 les ressources nécessaires à la réhabilitation des infrastructures, au retour digne des déplacés et à la relance des services essentiels. La Première ministre a souligné que le Président de la République a également annoncé l'engagement sur le renforcement de la protection des populations vulnérables et de la redevabilité. À cet effet, notre pays s'est engagé à intégrer en droit interne la Convention de Kampala et à adopter une loi nationale sur le financement de l'action humanitaire et la gestion de risques, tout en réaffirmant que les violations graves de droits humains commises par l'AFC M23 ne resteront pas impunies. Enfin, elle a martelé que pour le Président de la République, la transformation de la crise actuelle en levier de stabilité régionale par la promotion d'une coopération économique légitime et partagée au sein de la région de Grand Lac est appelée à remplacer durablement les circuits de prédation et des trafics illégaux. Par ailleurs, la Première ministre a souligné que si notre gouvernement se félicite des engagements financiers d'environ 1,6 milliard d'euros pris par les participants pour renforcer la réponse humanitaire, il est important de rappeler les messages essentiels émis par notre pays,
notamment sur la centralité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité sous la plume de la France comme cadre des références pour la paix, la protection de civils et la restauration de l'autorité de l'État. La réouverture de l'aéroport de Goma, présentée comme une priorité humanitaire stratégique, devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales afin d'assurer la continuité de la chaîne humanitaire et la protection des civils. Ainsi, elle a demandé à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, chacune en ce qui la concerne, à maintenir une coordination étroite et soutenue avec les acteurs humanitaires afin de préserver les voies d'accès et d'assurer la continuité de l'aide essentielle, y compris dans les zones où la présence de l'État demeure limitée. En même temps, le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été chargé de suivre de près la question de l'ouverture de l'aéroport de Goma strictement pour des besoins de vols humanitaires. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la participation du président de la République à la conférence humanitaire sur la RDC à Paris, sous la houlette du président français, et l'attente de l'opinion quant à la perspective de l'ouverture du couloir humanitaire dans la partie est du pays. Au plan politique, il a informé le Conseil de la suspension des activités de 13 partis politiques à la suite des faits portant atteinte à l'ordre institutionnel démocratique et à la souveraineté de l'État. Par ailleurs, le vice-premier ministre est revenu sur les crises persistantes au sein de plusieurs institutions provinciales pour assurer le strict respect des instructions du chef de l'État, ainsi que la mise en œuvre effective de l'acte d'engagement signé par les membres de bureau des assemblées provinciales, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Il a annoncé la tenue le 6 novembre prochain à Kinshasa d'une grande réunion d'échange avec les membres de tous les bureaux des assemblées provinciales. Cette réunion sera suivie par celle avec les chefs des partis, instigateurs et tireurs de ficelles de certaines de ces crises. Au chapitre de banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre a évoqué la saisie par la direction de renseignements généraux de la police d'un lot de 24 kg de méthamphétamine, drogue de synthèse dissimulée dans le chauffe-eau électrique neuf venu de Lubumbashi pour expédition à Lagos via Congo-Brazzaville. Ce lot appartient à un sujet nigérian actuellement à détention au niveau de la police. La cargaison a été évaluée à près de 1,860 millions américains. Les investigations se poursuivent afin de démanteler tous les réseaux de ces trafiquants de drogue. Pour terminer, le vice-premier ministre a brossé quelques cas de sinistres et incendies enregistrés à Kinshasa dans la concession de protestants à Kitambo Magasin, ainsi que par la situation aux frontières où il est fait état des inquiétudes de la population à la suite notamment du refoulement massif des compatriotes en séjour irrégulier en Angola. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, faisant l'intérim du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle et sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les actions menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri contre le groupe armé, mais aussi celles menées dans les triangles Congo central, ville-province de Kinshasa, où la traque se poursuit sans relâche contre les insurgés Mobondo et en vue de neutraliser certains foyers aux abords de Maluku. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a passé en revue l'évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de biens et services caractérisés par la poursuite de l'appréciation du franc congolais. Au cours de la 4e semaine d'octobre 2025, le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à moins 1,37% contre moins 1,88% la semaine dernière.
En cumul et en glissement annuel, la désinflation s'est poursuivie avec de taux respectifs de 1,33% et 2,53% contre 10,50% et 14,56% à la période correspondante de 2024, soit des niveaux nettement inférieurs à la prévision de l'année fixée à 7,8%. À l'ouverture de la journée du 24 octobre 2025, le taux d'échange s'est établi à 2233,27 francs congolais le dollar américain sur le marché interbancaire et à 2269,72 francs congolais en parallèle. En rythme hebdomadaire, le franc congolais s'est déprécié de 0,64% à l'indicatif et de 2,64% en parallèle. Après 3 mois d'appréciation continue, rapprochée à fin décembre 2024, la monnaie nationale enregistre une appréciation de 27,41% à l'interbancaire et de 26,31% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base exportés par la RDC, dont le cuivre et le cobalt, ont connu respectivement une hausse de 4,3% et de 16,9%. Au regard des facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a formulé des recommandations, notamment le maintien de la vigilance sur le marché des changes afin d'anticiper toute tension éventuelle, le renforcement de la coordination de politiques conjoncturelles, la révisitation des allègements fiscaux accordés aux opérateurs économiques afin de renforcer les efforts de mobilisation de recettes publiques, travailler ensemble pour promouvoir l'utilisation accrue de la monnaie nationale et enfin poursuivre la diversification de l'économie afin de réduire la dépendance au secteur minier et d'accroître la résilience face aux chocs externes. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a présenté le tableau épidémiologique du pays avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola strictement localisée à Boulapé, le choléra et les mpox. Au cours de la semaine qui s'achève, aucun nouveau cas n'a été enregistré en ce qui concerne la maladie à virus Ebola et suivant le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, il reste 29 jours avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola si aucun nouveau cas n'est notifié. S'agissant du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 42e semaine épidémiologique est marquée par une augmentation du nombre de nouveaux cas, passant de 1051 à 1231 cas suspects, dont 28 décès, une létalité de 2,3%. Au sujet du mpox, depuis plus de 8 semaines, il a été noté une diminution importante de notifications avec une baisse du nombre des cas positifs. Malgré ces décrues, la situation de l'épidémie du mpox dans les Sud Kivu et Sankuru demeure préoccupante. Note d'information relevant des affaires étrangères. La vice-ministre des Affaires étrangères a présenté une note d'information relative à l'organisation des commissions mixtes entre la République démocratique du Congo et les royaumes du Maroc ainsi que la République de Côte d'Ivoire. Elle a indiqué que dans le cadre de la diplomatie économique et de la diversification de partenariats internationaux prônés par le président de la République, chef de l'État, son ministère poursuit la relance des cadres bilatéraux de concertation avec les pays partenaires africains stratégiques. C'est dans ces cadres que sont prévus, notamment à Kinshasa, avant fin décembre 2025, la 6e session de la commission mixte de concertation République démocratique du Congo, Royaume du Maroc d'une part, et la 4e session de la grande commission mixte de coopération République démocratique du Congo et de Côte d'Ivoire d'autre part. Ces rencontres s'inscrivent dans la continuité de la politique de rapprochement sud-sud et visent à renforcer la coopération dans les domaines économiques, scientifiques, éducatifs et culturels en cohérence avec les priorités nationales des développements. La vice-ministre a pour ce faire sollicité l'accompagnement du gouvernement pour que ces assises se tiennent dans les meilleures conditions. Note d'information relevant du secteur du secteur du commerce extérieur. Pour boucler ces chapitres relatifs aux points d'information, le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil
de la validation du cahier des charges pour la mise en œuvre de la première phase du programme de développement de capacités productives PDCP de la République démocratique du Congo. En effet, en marge de la 16e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et les développements CNUSED 16, tenue à Genève du 20 au 23 octobre dernier, une réunion de travail avec les directeurs de la division Afrique des pays les moins avancés des programmes spéciaux de la CNUSED avait permis de consolider le partenariat entre la RDC et la CNUSED en vue de la mise en œuvre du programme de développement de capacités productives, instrument stratégique de diversification et de transformation structurelle de l'économie nationale. Ce partenariat a été formalisé par la signature d'une déclaration d'intention entre la CNUSED et les gouvernements de la RDC, marquant l'engagement conjoint de deux parties à œuvrer pour combler les lacunes et contraintes affectant les développements des capacités productives nationales. Dans les prolongements de cette signature, la CNUSED a adressé une correspondance officielle confirmant la validation de la déclaration d'intention et détaillant les étapes préparatoires à la mise en œuvre du programme de développement de capacités productives. La première phase du dit programme vise notamment à former les statisticiens nationaux à l'utilisation de l'indice de capacité productive, à mener une évaluation nationale de ces lacunes et élaborer un programme holistique de développement de capacités productives validé au niveau national. Le ministre du Commerce extérieur a sollicité à son tour l'accompagnement du gouvernement pour la réalisation de cette première phase. Approbation d'un relevé des décisions. Donc, au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 64e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 24 octobre 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 3 dossiers ont été soumis. Le premier dossier relevant du secteur de l'intérieur a été traité par les membres du Conseil, était lié à la politique nationale de gestion de risques de catastrophe présentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Cette politique exprime une vision d'une République démocratique du Congo résiliente qui s'appuie sur une gouvernance claire et inclusive de gestion de risques de catastrophe intégrée dans les priorités des développements durables à l'horizon 2050. Elle appuie la mise en place sur l'ensemble du territoire national d'un système intégré, coordonné et inclusif de gestion des risques de catastrophe et des mécanismes institutionnels adaptés et compréhensibles avec une répartition précise de responsabilités entre les différents secteurs et niveaux de l'État. Elle définit 4 priorités stratégiques adaptées au cadre de Sendai 2015-2030 et contextualisées pour la RDC, à savoir la compréhension des risques de catastrophe, le renforcement de la gouvernance de risques de catastrophe, l'investissement dans la réduction des risques pour la résilience et le renforcement de la prévention, de la réparation et de la réponse d'un relèvement résilient. La mise en œuvre de cette politique sera progressive sur 25 ans, soit de la période 2025-2050. La soutenabilité des financements repose sur une combinaison d'instruments nationaux et internationaux. En adoptant cette politique, la République démocratique du Congo s'engage dans une approche globale coordonnée et tournée vers l'avenir de la gestion des risques de catastrophe. Cette approche vise d'une part à rompre avec une logique des réactions permanentes pour instaurer une culture de prévention, des résiliences et des développements durables et d'autre part à protéger sa population, son économie et son environnement tout en contribuant aux efforts régionaux et mondiaux de renforcement de la résilience. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Les ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a soumis à l'examen du Conseil la stratégie de mise en œuvre de la revanche du sol sur le sous-sol, vision chère au président de la République pour redonner à l'agriculture sa place centrale dans la croissance économique, la création d'emplois ainsi que la souveraineté alimentaire. La stratégie nationale se structure autour d'une révolution agricole agressive axée notamment sur la valorisation des terres rurales et périurbaines, la mécanisation agricole à grande et à petite échelle, l'accès à des semences de qualité, l'amélioration des techniques de conservation, la promotion d'une agriculture durable et inclusive,
les financements ainsi qu'une gouvernance modernisée et numérisée. 5 composantes structurent la mise en œuvre de la stratégie: la sémence, les fertilisants et pesticides, la motorisation agricole, la production, les stockages ainsi que la commercialisation. Pour conclure, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a précisé que la stratégie de la revanche du sol sur le sous-sol incarne une transformation structurelle visant à redonner à l'agriculture congolaise sa vocation première, celle de nourrir la nation et de permettre la diversification de l'économie. Elle ambitionne de faire de la République démocratique du Congo non plus un simple pays exportateur de minerais, mais un État producteur et autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une gouvernance rénovée, une planification intégrée et une implication active de toutes les parties prenantes. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a, en ce qui le concerne, soumis pour examen et délibération les dossiers relatifs à l'état d'avancement de réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Il a rappelé que le contrat de concession pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du GIS, signé le 5 octobre 2013 entre le gouvernement de la RDC et les groupements Bureau Veritas Bivac, devrait échoir en octobre 2024, mais il a été prolongé de 2 ans jusqu'en 2026. Toutefois, la réforme de la dite plateforme visant à simplifier les procédures, à réduire les coûts et les délais des traitements des dossiers, à améliorer la traçabilité des opérations, à garantir la transparence totale et à sécuriser les recettes du Trésor public, implique la composition de la liasse documentaire. Cette liasse documentaire réunit l'ensemble de documents nécessaires à la réalisation d'une opération d'importation, d'exportation ou des transits de marchandises en République démocratique du Congo. Jadis délivrés en format papier, ces documents sont dématérialisés et délivrés actuellement en format électronique via le GIS par des services attitrés. À ce jour, a précisé le ministre du Commerce extérieur, 67 éléments sur 77 composant la liasse documentaire ont été dématérialisés pour garantir la traçabilité et la transparence des opérations d'importation, d'exportation et des transits et assurer ainsi la collecte des recettes de l'État. Il a recommandé notamment ce qui suit: la production d'une note circulaire interministérielle signée par les ministres du Commerce extérieur et celui des Finances, annonçant une série de mesures dont la vulgarisation du nouveau mécanisme de consultation de la liasse documentaire dans les systèmes douaniers par la douane et l'exigence faite à tous les services de délivrer exclusivement leurs documents dématérialisés via le GIS pour permettre la transparence, la traçabilité et la complétude de la liasse documentaire. La mise sur pied d'un mécanisme périodique de suivi de ces mesures au niveau ministériel. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 textes, projets de décrets, consécutivement à l'approbation de la politique nationale de gestion des risques des catastrophes présentée dans les dossiers au chapitre 4 donc, du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil a adopté 2 projets qui y sont reliés et qui ont été présentés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. L'un met en place le cadre institutionnel de gestion de risques de catastrophes et l'autre portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la protection civile DGPC. Commencée à 14h32, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h30, bien évidemment, après l'adoption de ces 2 projets de décret. Je vous remercie.